Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans Allô Radio Imo. Vous le savez, c'est votre émission sur Radio Imo. Comme chaque semaine, je reçois deux experts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Philippe Banquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Acorus. Donc, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Vous allez nous présenter cette entreprise, cette ETI, entreprise de taille intermédiaire, qui est spécialisée dans l'éco-rénovation en site occupé. Et à ma gauche, Stéphane Bernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional chez GEFCO et vous êtes également vice-président de l'association RQE qui a pour objectif de faciliter l'intégration du développement durable dans le bâtiment. Alors, on va parler de chantier zéro carbone. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes d'auditeurs à ce sujet, des auditeurs donc professionnels et aussi non professionnels, des particuliers, voilà, parce qu'on se pose beaucoup de questions, on en parle de plus en plus. Donc voilà, on va découvrir ensemble ce que c'est. Je vais peut-être commencer avec vous, Philippe Banquet. Pourquoi mettre en place un chantier zéro carbone ? Bien, quand on rénove, l'idée c'est qu'après avoir rénové, on soit mieux dans son immeuble qu'avant. Et l'idée, c'est aussi qu'après avoir rénové, on émette moins de carbone qu'avant. Et donc, c'est un peu naturel de se dire que quand on va faire une rénovation, on va essayer de la faire en émettant le moins de carbone possible. Et c'est ça qui a conduit à se dire, on va essayer de bâtir des chantiers zéro carbone, des démarches qui vont optimiser l'émission de carbone de notre chantier. Donc vous, c'est ce que vous faites avec le groupe Acorus ? C'est notamment ce qu'on fait avec le groupe Acorus. Les chantiers zéro carbone aujourd'hui, c'est principalement autour du ravalement, de la peinture, de l'isolation. Le groupe Acorus fait d'autres choses, mais dans le cadre de ces types d'activités, c'est ce qu'on fait. Alors, le groupe Acorus, c'est combien de collaborateurs ? 1600, plus de 1600 maintenant, je crois. Le groupe Acorus, oui, c'est 1600 collaborateurs. C'est surtout plus de 1000 techniciens qui maîtrisent chacun tous les métiers nécessaires à la rénovation d'un bâtiment en interne. Et ça, c'est assez rare. Ça fait une belle ETI indépendante, probablement une des plus grosses, spécialisée dans la rénovation, jamais de neuf, avec près de 5000 clients B2B et 150 000 interventions par an. C'est que du B2B, hein ? Quasiment que du B2B. Il y a quelques exceptions quand même ? Oui, il y a des exceptions. Il nous arrive, on a quelques-unes de nos activités qui vont faire du particulier. Et on a beaucoup de particuliers indirects. Quand on intervient pour des copropriétés, le particulier est derrière. Quand on intervient pour un assureur, le particulier est là, évidemment. Bien sûr. Stéphane Bernier, alors vous, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes vice-président de l'association RQE, vice-président depuis 1 an, membre de cette association depuis 15 ans. Pouvez-vous nous présenter donc cette belle association ? Donc l'association RQE, c'est un regroupement d'entrepreneurs, de maîtres d'œuvre, de maîtres d'ouvrage, d'industriels comme GEFCO et de prestataires de services, par exemple la SMA BTP qui est assureur de nombreuses entreprises du bâtiment. La vocation de l'association, c'est de déployer le développement durable et la RSE pour les PME, PMI et les ETI, dans certains cas, et autour de 3 axes, puisqu'on a 3 labels. Le label RQE, dont on vient de parler il y a quelques instants, le chantier zéro carbone, dont vous avez effectivement parlé, et puis le changer d'air, donc la suppression des emballages à usage unique. Donc ça, c'est l'activité, l'essence même de la RQE. Et puis bien sûr, il y a aussi la transmission des savoirs, puisqu'on est aussi partenaire de l'éducation nationale pour la transmission des savoir-faire du développement durable, et puis d'autres organismes de formation. Et puis enfin, l'objet aussi, c'est d'accompagner les entreprises, les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage dans le pilotage de chantiers zéro carbone. Alors là, vous avez évoqué donc la RQE. Quels sont les fondements de la RQE ? Je pense notamment aux règles de mise en œuvre, par exemple. Alors, c'est plus les chantiers zéro carbone qui impliquent des règles de mise en œuvre. La RQE, c'est vraiment la RSE dans son expression la plus simple qui prime. D'accord. Et du coup, les chantiers zéro carbone, les fondements, pareil. Les fondements du chantier zéro carbone, c'est de partir à minima du chantier classique, un entrepreneur avec ses assurances, bien sûr ses qualifications, qui va faire un chantier qu'on va dire normal. Et puis le chantier zéro carbone, on va s'appliquer à faire baisser au maximum les émissions de GES. Pour ce faire, on a fait en amont un bilan carbone de plusieurs entreprises qui nous a donné les gisements d'économie de GES. Alors juste pour nos auditeurs, GES, c'est gaz à effet de serre. Oui, pardon. Je précise. Pardon. Non,
Et donc, en fait, une fois qu'on a bien identifié ces gisements d'économie de gaz à effet de serre, eh bien, en fait, on va faire en sorte de les baisser pour passer d'un chantier normal à un chantier bas carbone. Une fois qu'on est là, on n'est pas tout à fait à un chantier zéro carbone. Et pour ça, une fois qu'on a abaissé au maximum, donc en faisant baisser nos intrants, en limitant les emballages, les déchets, en réduisant au maximum tout ça, en produisant éventuellement même de la matière première sur certains chantiers, ou en recyclant des matières premières qui ne sont pas souillées, comme par exemple les chutes de polystyrène ou de laine de roche sur les chantiers, et bien en fait, là on est arrivé à un chantier bas carbone, et là en fait le maître d'ouvrage va équilibrer en plantant des arbres qui vont eux-mêmes capter le carbone qu'on aura produit pour le chantier. Donc en plantant des arbres ailleurs sur la planète, c'est pas forcément à l'endroit du chantier. Alors, malheureusement, c'est pas forcément simple de le faire en pied de chantier, mais en fait, l'équilibrage carbone, en fait, il se fait pour tout le monde. Le cycle du carbone, il est mondial. Il tourne sur la planète. Donc c'est comme ça qu'on arrive à des chantiers zéro carbone. Alors peut-être un petit mot sur l'organisation de ces chantiers, la préparation. Peut-être vous aussi, Philippe Banquet, quand on fait de l'éco-rénovation, est-ce que ça prend plus de temps à mettre en place ? Est-ce qu'on doit s'y prendre plus à l'avance ? Alors ça prend pas plus de temps et c'est pas forcément plus cher. C'est un peu la surprise qu'on a eue plus cher. Il y a quand même des matériaux biosourcés qui sont beaucoup plus chers que qui peuvent être un peu plus cher, c'est de moins en moins beaucoup plus cher. Ouais. Mais là, on parlait d'organisation. C'est en termes d'organisation que je répondais sur le fait que c'est pas beaucoup plus cher. Il faut anticiper, et c'est ce dont on s'est rendu compte en rejoignant l'association, c'est que finalement, organiser un chantier en vue de diminuer ou d'optimiser son émission de carbone, c'était rien de plus que de faire un chantier comme on faisait avant. Nous, on fait des chantiers lean, c'est-à-dire qu'on se demande comment on va faire un chantier fluide qui va bien se dérouler, ça va pas s'arrêter, on va pas être en permanence en train de dire mince, on n'avait pas pensé à ça, on doit repartir en arrière, refaire, appeler la mairie. Donc ça, c'est un chantier lean. Donc c'est un chantier lean, c'est un chantier fluide, c'est un chantier où il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de temps d'arrêt. Et finalement, c'est ça qu'on cherche quand on fait un chantier zéro carbone, on cherche à anticiper, à collaborer, à construire ensemble, à co-construire le chantier. Je vous donne un exemple, on va réfléchir à l'avance avec le maître d'ouvrage à comment on va se stationner, quelle place on a, est-ce qu'on peut venir avec un seul véhicule mais un peu plus grand, et ça on peut pas le faire tout seul, on ne peut le faire qu'en collaboration avec le maître d'ouvrage. Si on trouve des solutions intelligentes pour les transports du personnel ou du matériel vers ce chantier, on a déjà diminué assez nettement l'impact carbone. Et c'est tout à l'avenant, le stockage sur place, des contenants. Est-ce qu'on peut mettre des grands contenants ? Alors, Stéphane Bernier en parlera sans doute mieux que moi, où on est toujours avec des petits pots de peinture. Ouais. Eh bien, si on a la place, si on peut s'organiser, et ça s'anticipe. Mais ça prend pas plus de temps qu'un chantier traditionnel ? Ça s'anticipe, c'est tout. Mais en fait, un chantier traditionnel, si on l'anticipe pas, en général, il se passe mal. Il faut quand même réfléchir à beaucoup plus de choses. Vous évoquiez tout à l'heure, Stéphane, le réemploi, diminuer les emballages. Tout ça se réfléchit, donc forcément, il y a plus de questions qui se posent, peut-être. Alors, une réflexion ne prend pas plus de temps qu'une non-réflexion, puisqu'une non-réflexion implique forcément des problèmes qui, eux, vont prendre du temps. Donc, si on les anticipe, ces problèmes, ils n'existent pas, donc ils ne prennent pas de temps. Donc, en fait, des gros conditionnements, oui, c'est indispensable, puisqu'en fait, le foisonnement d'emballage sur un chantier de façade, il est énorme. En fait, un chantier de façade, c'est entre 1 kg et 12 kg de matériel au mètre carré. Donc forcément, si on réduit pas ces emballages, il y a foisonnement. Donc nous, avec l'association, on a travaillé en tant qu'industriel pour trouver des solutions. Donc on a trouvé des solutions avec des emballages de réemploi, de livraison de matières premières de nos usines. Donc c'est des emballages que vous fabriquez en fait avec Alors non, c'est les emballages qu'on reçoit de nos fabricants de matières premières qui ont servi à transporter nos matières premières, et nous on relivre dans ces contenants. C'est ce qu'on a fait aux prémices de chantiers RQE, des chantiers zéro carbone. Aujourd'hui, on est prêt à livrer nos clients dans des containers de 1000 litres avec une sâche un peu comme un cubiténaire de vin, mais ça fait 1000 litres. Forcément, on économise. Et le seul déchet, c'est le petit sac à l'intérieur qui fait moins de 2 kilos. D'accord. Et donc, on passe globalement pour faire simple, dans les grandes masses, on réduit fois 100. Drastiquement, On divise par 100 le poids de l'emballage sur le chantier. Voilà. Ce qui est non négligeable. Ce qui est énorme. Tout à l'heure, vous évoquiez les solutions intelligentes. Est-ce que
l'IA, l'intelligence artificielle, vous l'utilisez de plus en plus ou pas du tout? Est-ce que vous vous y intéressez justement pour trouver des solutions? Comment réduire, comment optimiser alors les emballages, le réemploi, comment les déplacements aussi qui ont une empreinte carbone non négligeable. Est-ce que vous utilisez déjà des solutions ou est-ce que vous y réfléchissez? Pour l'instant, de notre côté, en fait, on n'a pas de réflexion sur l'IA. On essaye d'utiliser la nôtre, qui est un peu moins puissante, un peu moins efficace. Mais parfois, le bon sens peut être efficace. C'est ce qu'on fait un peu sur les chantiers zéro carbone, en faisant de la R&D au pied de façade, ou un peu en amont, où on va trouver des solutions. C'est recherche et développement. Oui, pardon. Je traduis à chaque fois. Sait-on jamais. Par conséquent, voilà. Le sujet, c'est vraiment de trouver des solutions pragmatiques sur des sujets comme les emballages, limiter les emballages, ou ne pas créer de déchets inutiles. En fait, la chute d'isolant, ça fait partie de façon importante. On estime à peu près entre 10 et 15% les chutes. Donc, en fait, si ça part en déchets banals, c'est dommage, parce qu'en fait, ça peut repartir en cycle de production. Donc ça, c'est intelligent. Et c'est pas de l'IA, mais c'est du bon sens. Est-ce que, Philippe, vous êtes d'accord avec cette notion de bon sens? Avant tout, c'est une question de bon sens, les chantiers zéro carbone. Alors, oui, on disait déjà souvent le lean, c'est du bon sens. Vous savez, le bâtiment a un problème, c'est que sa productivité n'a pas évolué, contrairement aux autres industries. Pourquoi ? Parce qu'on fait toujours les choses plusieurs fois dans le bâtiment. Et donc, c'est notamment du bon sens, mais pas que. C'est de l'anticipation, c'est de la réflexion pour essayer de faire un chantier qui roule. Maintenant, sur l'IA, nous, on a deux utilisations de l'IA qui ont un effet indirect sur le carbone. La première, elle est pour constituer notre catalogue article, celui qu'on utilise pour faire nos achats. Notre catalogue article, il est enrichi automatiquement par une IA contextuelle qui lit les fiches techniques de tous les produits et qui vient compléter dans les petites cases qu'on a la couleur, des choses qui auraient pris beaucoup de temps à saisir. Et ça se limite aux produits français ou vous élargissez un peu en Europe Alors, ça le fait sur n'importe lequel des produits qu'on aura mis dans notre catalogue. L'IA, elle vient juste relire les fiches techniques, celles qui sont fournies par les fabricants, et compléter le descriptif qu'on va avoir dans notre catalogue. Donc ça, c'est une IA contextuelle, ça s'appelle. L'entreprise qui l'a fait tourner s'appelle Quam. Et on en a une autre qui sert à lire les bons de commande de nos clients automatiquement, par l'IA, pour saisir directement le logiciel qui va permettre derrière de suivre l'avancement de la commande. Et là aussi, c'est indirect, mais c'est vrai qu'une commande bien saisie dans le logiciel, c'est des techniciens sur le terrain qui sauront ce qu'ils ont à faire. S'ils savent ce qu'ils ont à faire, ils vont faire bien du premier coup. Bien sûr. Et donc, moins de carbone. C'est un gain de temps aussi, c'est beaucoup plus efficace. Peut-être un petit mot sur, du coup, les sites occupés. Alors, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est-à-dire que vous éco-rénovez, pour votre partie éco-rénovation, donc dans des sites où la vie continue. Ça peut être par exemple un lycée, les étudiants vont toujours en cours, ça peut être un hôpital, il faut continuer à soigner des patients. Comment ça se passe en fait ? Il faut prévoir aussi en amont certaines choses. C'est ça, c'est une contrainte de plus en termes de prévision, d'anticipation, de préparation du chantier. Et c'est aussi un état d'esprit. Et peut-être c'est surtout un état d'esprit. La différence entre les gens qui ne font jamais de site occupé, qui soit font du neuf, soit font de la rénovation vide, c'est qu'ils n'ont pas à prendre en compte dans leurs exigences le confort de l'occupant pendant les travaux. Et c'est complexe parce que ce confort-là, il faut qu'il soit pris en compte par le technicien, le dernier, celui qui est en train de travailler. Et il faut qu'il soit capable, lui et son équipe, peut-être de s'arrêter. Il nous arrive fréquemment que dans un hôtel, on nous dise « ce matin, on ne peut pas faire de bruit jusqu'à 11h ». Eh bien, il faut qu'on trouve comment on s'organise alors qu'on ne peut pas faire de bruit jusqu'à 11h. Puis c'est ce matin, peut-être pas demain matin. Ça va être pareil dans une école et ça peut être tout à fait la même chose dans une copropriété. Une copropriété, typiquement, beaucoup demandent qu'on enlève les échafaudages à la période de Noël. Bon, c'est pas très pratique en fait, mais voilà, ça fait partie de ce qui se fait en site occupé. C'est sûr que si vous êtes en train de construire ou sur un site vide, vous laissez les échafaudages et vous avancez. Donc c'est des contraintes complémentaires et c'est l'idée qu'on va prendre en compte non pas uniquement les exigences du maître d'ouvrage, du client, mais aussi celles de l'occupant. Voilà. Stéphane, un petit mot sur le bilan carbone que vous faites. Donc c'est avant le chantier, comment ça se passe ? C'est le bilan carbone d'une entreprise ? C'est le bilan carbone d'une entreprise, effectivement. Donc en fait, c'est un organisme indépendant qui réalise ce bilan carbone, qui prend en compte l'ensemble des
des achats et des dépenses de l'entreprise pour évaluer le coût carbone et trouver les postes qui sont les plus émetteurs de GES. Donc en fait, vous avez, pour les entreprises de peinture, vous avez les intrants. Donc les intrants, c'est essentiellement tous les achats pour réaliser les chantiers. Vous avez le transport des personnels, le chauffage, et puis beaucoup de petites choses diverses comme le téléphone, par exemple, la téléphonie, le stockage de données sur des clouds, c'est aussi générateur. Donc tout rentre en compte en fait. Tout rentre en compte dans le bilan carbone et ça vous permet de voir où vous pouvez faire des économies, où vous pouvez réduire vos impacts carbone en tant qu'entrepreneur. Et forcément, pour pouvoir faire un chantier zéro carbone, il faut savoir où vous dépensez du carbone. Donc un chantier, c'est essentiellement les intrants. Donc c'est sur les intrants qu'il faut travailler pour réduire l'impact carbone. Les intrants, ça fait pas tout, mais c'est important. Et réduire la durée du chantier, c'est aussi important. Ça réduit l'impact carbone. Mécaniser... Et ça, comment on réduit un délai Comment on réduit le délai d'exécution d'un chantier? Alors, je vais parler un peu à la place de Philippe. Je vais donner un éclairage d'industriel. Eh bien, en fait, on va faire en sorte de ne pas avoir de rupture d'approvisionnement qui va interrompre la réalisation du chantier et faire perdre du temps. On va faire en sorte d'avoir un approvisionnement d'échafaudage qui soit continu. Donc en fait, livrer le maximum d'échafaudage pour pouvoir faire le maximum de façades à la suite. Et puis, c'est éventuellement apporter une solution qui est un peu innovante, tout au moins en France, c'est la mécanisation, puisqu'en fait, la mécanisation permet de réduire le temps d'application des produits, de déposer plus régulièrement de produits, et donc forcément d'avoir un gain de productivité, donc de réduire ce temps sur le chantier. Philippe, est-ce que vous rejoignez ce que dit Stéphane ? Oui, il a vu beaucoup de chantiers. J'ajouterais un point. Faire bien du premier coup. Il suffit d'avoir fait des travaux chez soi pour savoir que dans le bâtiment, on ne fait pas tout le temps bien du premier coup. Alors ça dépend de la main-d'œuvre, non ? Ça dépend de plein de choses. C'est trop facile de dire que c'est juste la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle s'inscrit dans un système. On lui a demandé de fonctionner d'une certaine façon. Donc, en effet, c'est au moment où on fait que se fait l'erreur. Mais est-ce qu'elle ne vient pas des consignes qui ont été données, de l'approvisionnement, d'une rupture d'approvisionnement qui fait que j'ai fait, mais je sais que c'est pas terrible, mais bon, je referai plus tard. C'est aussi de ne pas admettre qu'on reviendra faire et de pas partir du principe que dans le bâtiment on peut toujours refaire. Voilà, le mur il est pas terrible, mais je peux vous le refaire. Donc faire bien du premier coup, pour moi c'est peut-être le premier point pour réduire la durée des chantiers et les optimiser. Et justement, alors la main-d'œuvre, parlons-en. Est-ce que vous constatez qu'on manque de main-d'œuvre sur les chantiers ? C'est ce qu'a déclaré la FFB, la Fédération française du bâtiment, que les entreprises peinaient à recruter. Est-ce que c'est le cas ? Pour vous, est-ce que vous le ressentez en tout cas ? Il semble que ce soit difficile de recruter sur plusieurs types de postes. C'est plus Philippe qui sera même de répondre, mais effectivement, nous en tant qu'industriels, on est beaucoup sollicités. Avec GEFCO, avec GEFCO, absolument. On est souvent sollicités sur le terrain en demandant, tu n'aurais pas un chef de chantier, tu connaîtrais pas. Ouais. Voilà. Depuis combien de temps c'est de plus en plus fréquent. Ouais. Philippe. La FFB, comme la CAPEB d'ailleurs, ont pas forcément dit exactement on manque de monde. D'ailleurs, la CAPEB a dit on ne manque pas de bras. Ouais. Ce qu'on dit surtout, c'est que... Non, mais il faut attirer. La FFB a lancé toute une campagne de communication pour attirer justement les jeunes avec des influenceurs. Je pense à Kelly Croove qu'on a reçu ici, qui est carleuse, qui est très jolie et qui fait des vidéos pour attirer justement les plus jeunes. Il y a quand même un petit souci de ce côté-là. Exactement. Il y a un vrai travail sur redonner envie à ces métiers, qu'ils fassent envie, alors que c'est des vrais métiers où on voit ce qu'on fait, où on apporte quelque chose. Un métier très satisfaisant pour les gens qui les exercent. Par contre, pas encore assez sexy, ça c'est clair. Pas assez glamour en fait, ça exactement, donne pas envie. Ouais. En revanche, on trouve les gens, on met du temps, c'est compliqué, mais on les trouve. Et ce que disent les organisations patronales aujourd'hui, c'est plutôt que la complexité et l'incertitude des évolutions, que ce soit les modes de financement, que ce soit la RGE, que ce soit... fait que personne ne peut s'engager sur 2 ans pour former du monde, si on ne sait pas si ça va continuer, si on aura une demande, pas de demande, voilà. Mais les entrepreneurs, nous on recrute 450 personnes cette année, on sait recruter et on trouve du monde. Mais on trouve du monde si on sait qu'on a du marché derrière. Si le marché il change tout le temps, si les aides elles bougent tout le temps, si l'endroit sur lequel on doit recruter n'est plus le même l'année d'après, ça on sait plus faire. Après, il y a quand même un discours assez unanime de la part de tous les professionnels de l'immobilier, c'est qu'on manque quand même de formation dans l'éco-rénovation. Est-ce que vous formez en interne chez vous, dans le groupe Acorus, par exemple, les techniciens ?
Oui, on forme en interne. On a même créé un centre de formation à Nantes. Alors celui-ci est sur de la plomberie, mais on rejoint l'éco-rénovation dans la plomberie, si on est dans le chauffage ou la chaufferie. Oui, ça touche un peu tout, l'éco-rénovation. Voilà, exactement. Donc oui, on a commencé à créer nos propres centres de formation et on forme beaucoup parce que on embauche tout le temps et on embauche dans des petites équipes qui vont se former elles-mêmes. À partir du moment où on a des bons professionnels, à partir du moment où on ne fait pas que sous-traiter, les gens qui vont rentrer dans l'entreprise vont pouvoir se former. Voilà, une des difficultés, c'est en effet si on est trop avec que de la sous-traitance, c'est difficile de former des gens. Stéphane, même question, la formation pour la rénovation. Alors la formation, on l'a fait. Je vais répondre avec 2 casquettes. Je vais répondre d'abord avec la casquette de la RQE, où en fait, nous, on est persuadé que la formation est un critère important pour les jeunes, et donc en fait, c'est pour ça qu'on s'est impliqué avec l'Éducation nationale pour faire de la formation en lycée professionnel bâtiment. Donc en fait, que ce soit les premières et terminales SDI de STI 2D, ouais. Voilà, pardon, ou les BTS IMO, bâtiment, pardon, où là, en fait, on va leur apporter la bonne parole de l'entreprise dans les lycées pour qu'on puisse les sensibiliser au développement durable. Ils sont extrêmement à l'écoute. Les jeunes sont à l'écoute de ces formations, ça leur plaît ? Oui, alors ça fait 3 ans maintenant qu'on va faire des formations dans les lycées professionnels. Au départ, l'accueil a été un petit peu sur la réserve, où en fait, ils ne savaient pas trop pourquoi est-ce qu'on venait. C'est quoi encore ça C'est ça, voilà. De quoi est-ce qu'ils viennent nous parler ? En fait, on n'est pas trop... C'est pas des matières qui sont notées, donc pourquoi faire ? Voilà. Et puis, avec le Cobati, on a organisé un challenge, un concours pour ces étudiants qui ont été primés, et donc ils sont super fiers, et donc maintenant, ils nous regardent vraiment très différemment. Et puis, au titre de GEFCO, nous, on fait de la formation pour les conducteurs, pour les commis, pour les chefs de chantier, pour réaliser des chantiers d'isolation thermique par l'extérieur, par exemple, qui sont des chantiers assez techniques, où en fait, c'est bien de faire de la formation un peu continue, et puis de la redite de ce qui doit être fait, et comment ça doit être fait. Et puis, il y a toujours des évolutions un peu dans les textes professionnels. Donc, en fait, l'isolation thermique par l'extérieur, c'est pas un DTU, mais c'est un cahier de charge. Donc, en fait, il faut rappeler régulièrement un peu les choses qui changent et les choses qui évoluent. Et on le fait pour les entreprises de façon courante. Est-ce qu'il y a de la pédagogie à faire ? Alors là, je m'adresse aux deux, peut-être commencer par vous, Stéphane. Est-ce que les personnes ont besoin de comprendre ? Est-ce qu'il y a de la pédagogie en amont à faire ? Il y a toujours besoin de donner du sens à ce que les gens font. Donc, en fait, que ce soit du sens dans la réalisation technique ou pourquoi on le fait. Donc, oui, je pense qu'il faut toujours donner du sens. Oui. Philippe, même question. Alors, même pour les utilisateurs, quand il y a justement des gros chantiers comme ça, en site occupé d'éco-rénovation, qu'est-ce qu'on leur dit à ce moment-là aux copropriétaires est-ce qu'ils comprennent déjà le but de l'éco-rénovation ? Alors, j'imagine de plus en plus depuis la crise énergétique. Mais oui, je pense qu'on est aidés. Oui, je pense qu'ils comprennent, mais ça fait aussi partie du rôle. Et finalement, c'est aussi ce qui donne du sens à nos métiers que d'être capable d'expliquer aux gens, de dire comment on va leur parler de carbone. Et une bonne façon de leur parler de carbone, c'est de leur parler de l'émission de leur bâtiment, qu'après avoir fait une isolation thermique par l'extérieur, il émettra moins de carbone qu'avant, normalement, si ça a été fait par des professionnels, et que émettre moins de carbone, c'est contribuer moins au réchauffement climatique. Enfin, dès lors que nos équipes sont formées, savent en parler, savent... je pense que ça fait partie c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour ça qu'on est dans cette association, c'est pour ça qu'on pousse le sujet, et c'est pour ça qu'on ne fait pas juste mettre de la peinture sur des murs. L'association, il y a combien de membres actuellement ? Alors, il y a 35 entreprises, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, il y a une demi-douzaine d'industriels, et puis quelques maîtres d'ouvrage, 4 maîtres d'œuvre, et puis il y a la SMA, il y a une banque, et je vais essayer de ne pas dire de bêtises pour dire laquelle c'est, il y a un contrôleur technique, voilà, on est une petite quarantaine. Et le groupe Acorus, ça fait combien de temps du coup que vous avez rejoint l'association ? Ça fait plusieurs années par une de nos filiales, qui s'appelait Pintisol, qui s'appelle Acorus Pintisol maintenant, donc ça doit faire 5 ans peut-être. Ouais. Et alors l'entreprise a 15 ans, non, vous êtes membre depuis 15 ans. Tout à fait, c'est 2007. 2007, donc moi je suis membre depuis la création quasi. Donc, Et vous étiez précurseur en fait à la base, parce que en 2007, quand on parlait de chantier zéro carbone, en 2007, on nous regardait un peu comme des extraterrestres. Oui. Quand on a présenté le chantier zéro carbone à la COP21, on nous a regardés comme des extraterrestres. Mais à la fois, c'était un peu l'objet, parce qu'en fait, dire chantier zéro carbone, forcément, ça alerte un peu, parce qu'en fait,
on peut pas faire de chantier zéro carbone, ça n'existe pas, on nous raconte des salades. Donc c'était un peu aussi faire un peu du teasing pour que les gens nous disent mais comment vous faites, c'est quoi le sujet. Donc on était effectivement précurseurs, on avait vraiment la volonté d'être actif et de faire baisser un peu la pollution sur les chantiers, parce que le bâtiment est pas forcément extrêmement respectueux, ou en tout cas modèle dans le respect de l'environnement. Donc en fait c'était un peu notre credo. C'était de faire changer les choses. C'était de faire changer les choses à notre échelle, petit à petit, et puis en fait de déployer et puis de porter la bonne parole. Philippe, même question, vous avez donc rejoint l'association il y a quelques années, pareil pour vous, vous étiez assez précurseur. Comment vous en êtes arrivé à vous poser la question de l'éco-rénovation, du bas carbone, comment vous en êtes arrivé là, alors qu'à l'époque, encore une fois, on n'en parlait pas beaucoup? Alors déjà, je pense qu'il faut vraiment saluer la RQE, parce que 2007, il faut vraiment se rendre compte que personne ne parle de bilan carbone, on ne sait même pas ce que c'est. Les premiers travaux qu'ils ont faits, même s'ils sont simples, ils ont été faits avec Carbone 4, l'inventeur du bilan carbone quand même. Et aujourd'hui, on se dit, ils sont un peu simples, ils pourraient avoir plus de levier, on pourrait essayer de travailler, d'aller plus loin, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Mais pour l'époque, c'est quelque chose d'incroyable d'être capable de dire, un chantier, il émet tant, il y a des ratios de tonnes émises par euro de chantier. Enfin, c'est très, très, très avant-gardiste. Et nous, comment on est venu à ça ? On est venu à ça parce qu'on a une caractéristique assez rare. On ne fait que de la rénovation, et ça fait 12 ans qu'on ne fait que de la rénovation. Notre raison d'être, c'est améliorer la vie des occupants, des bâtiments qu'on rénove. La petite phrase qu'on a, c'est quand la vie se rénove. Et puis, on s'est rendu compte que on faisait de l'éco-rénovation sans le savoir, parce que rénover, c'est émettre moins de carbone que construire, et que on aurait tort de ne pas le dire plus, le raconter plus, et aller sélectionner des façons de faire qui sont encore plus vertueuses. Donc c'est comme ça qu'on est venu à dire on est un leader de la rénovation et on est précurseur de l'éco-rénovation, et finalement on va faire que ça. Un petit mot peut-être avant de terminer l'émission sur les leviers, justement. Quels leviers vous envisagez pour l'association, pour vous faire connaître, Alors, on est en contact avec le ministère du Développement des PME pour essayer de trouver justement des leviers d'action et de communication. On vient chez vous. Bien sûr. On était présent à Batimat, et puis on essaye de faire... aussi. On essaye de faire autant qu'on peut via les réseaux sociaux, et puis on continue à déployer les chantiers zéro carbone, à en parler, et puis à trouver de nouveaux membres qui ont envie aussi de nous rejoindre dans cette aventure. On a rencontré à Batimat des Nantais qui ont envie de venir nous rejoindre. Et faire appel à des influenceurs, là, comme le fait la FFB, c'est quelque chose que vous pourriez envisager pour toucher des personnes plus jeunes, du coup? Pourquoi pas? Oui. Il y a pas de... On s'interdit rien dans la mesure où on reste cohérent avec notre philosophie, quoi. Alors, je rappelle le site internet, donc c'est rqe-france.fr pour vous trouver, puis sur LinkedIn aussi, vous y êtes évidemment. Et puis alors pour vous, Philippe, c'est www.groupe-acorus.fr. C'est ça. Eh bien, merci infiniment, messieurs. L'émission touche à sa fin. Je rappelle que vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur notre site internet ou sur notre application. À très vite. Allô Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.